Bien, monsieur Donovan Carter, merci d'avoir invité Daily Globe pour Je vous cette en prie. interview privée pour dresser le bilan général de votre mandat et pour apprécier le travail que vous avez pu effectuer durant ces 4 mois et peut-être déterminer, voir quelle vision de l'avenir vous avez pour cette réélection. Très bien. On va du coup commencer par l'ancien programme qui comporte un total de 19 points et on va Oui. traiter thématique par thématique pour voir ce que vous avez pu accomplir durant votre mandat et ce que vous avez peut-être eu un peu plus de mal à faire. On commence par la sécurité intérieure, Ce naturellement, où domaine, vous aviez effectivement. proposé plusieurs réformes, en l'occurrence deux principales, qui étaient, je le rappelle, d'augmenter les budgets alloués aux services de police et de poursuivre l'installation d'un système de vidéosurveillance dans les endroits opportuns, les tunnels et les autoroutes. Alors, c'est une mission qui a été Alors j'aimerais justement, ma question va dans ce accomplie. sens-là, on va traiter pour commencer les caméras de vidéosurveillance. Oui. Combien y a-t-il eu de caméras qui ont été installées et où exactement le gouvernement a entamé les travaux d'installation de ce genre de système? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts du nombre de caméras qui ont été installées, mais je sais qu'elles sont nombreuses et elles jalonnent les freeways. Nous D'accord. n'avons pas encore installé de caméras au sein même de Los Santos, qui est un domaine davantage réservé d'ailleurs à la mairie de Los Santos. Mais ce n'était pas une priorité. On voulait d'abord sécuriser les axes routiers rapides, de par les comportements d'incivilité qui peut y avoir sur de tels axes, mais également des trafics tout genre, des transports éventuellement de drogue, ce qu'on peut appeler les go fast. Donc c'était davantage cette sécurisation que nous actions. Euh, Ensuite, il est vrai que je souhaiterais à titre personnel m'attaquer aux quartiers sensibles, notamment des vices, et l'équiper en caméras de sécurité. Néanmoins, je pense que c'est un long combat, Oui, dans la mesure où j'ai peu d'espoir que les caméras restent actives extrêmement longtemps. effectivement. Voilà. Autre point sur votre programme de sécurité intérieure, vous aviez parlé d'augmenter les budgets alloués aux services de police de notre État pour que ces derniers puissent se doter d'équipements supplémentaires et suffisants pour faire face aux différentes menaces qui Tout animent à notre fait. État. De combien ont été augmentées les dotations de police et est-ce que ces budgets sont aujourd'hui suffisants? J'ai envie de vous dire que ça ne sera malheureusement jamais suffisant. Parce que plus que des budgets, c'est l'effectif qui manque à nos jours. C'est une crise des vocations. Parce que je pense qu'ils disposent d'un budget assez conséquent pour s'acheter tout le matériel dont ils ont besoin. En outre, j'ajoute le fait que nous avons commandé des hélicoptères pour différents services, donc que ce soit la police, les pompiers également, à titre indicatif le gouvernement. Nous avons commandé plusieurs hélicoptères qui vont bientôt arriver, je l'espère, parce que les fonds ont été envoyés pour ce faire. Donc c'est plus qu'une question de jours avant que nous les recevions et que les différents services en soient dotés. C'est quelque chose qui va être très important pour la sécurisation de notre État, parce qu'actuellement, fonctionner sans hélicoptère sur des courses-poursuites dans les quartiers sensibles, ou même pour le transport de blessés dans des zones reculées, je pense que les hélicoptères s'avéreraient véritablement essentiels. Donc je suis ravi de pouvoir contribuer à doter nos différents services de ces équipements. Et par ailleurs, nous allons faire en sorte effectivement d'augmenter leur budget pour qu'ils De puissent combien? je pense que nous avons une dotation de plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire centaines, par mois pour les services de police. Vous n'avez pas les chiffres exacts?
Non, je n'ai pas les chiffres, il faudrait que mon trésorier, soit là. C'est lui qui dispose de tous les chiffres précis, mais l'augmentation est significative. Néanmoins, bah, je sais que ça contribue au bon fonctionnement des services puisque les véhicules sont il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les les services disposent de flottes modernes et également de locaux, tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Moi, ce qui me dérange davantage, c'est le manque d'effectifs parce que c'est ce qui se ressent le plus au quotidien et c'est ce qui m'est le plus remonté. Ça, malheureusement, les budgets, n'y feront rien. Effectivement. Pour basculer sur le thème suivant qui est aussi lié à la sécurité intérieure et notamment la justice, vous aviez parlé de mettre également en place un système de bracelet électronique. Est-ce que le gouvernement a commencé à travailler dessus? Est-ce que ce projet est encore sur la table? Qu'en est-il? Ah, le gouvernement, travaille activement sur ce projet qui n'en est plus qu'au stade de projet, puisque les bracelets électroniques vont véritablement être implantés au sein de notre État. Nous attendons juste que Geoffrey Electronics, finalise, la société qui fabrique ces instruments, finalise, la fabrication justement de ces bracelets et nous les livre. Voilà. D'accord. Et toujours dans ce thème-là de la justice, vous aviez parlé dans votre programme, dans le volet justice justement, du programme de protection des témoins et notamment du fait qu'il faut augmenter les biens qui sont achetés Tout à fait. par le gouvernement pour permettre une efficacité plus importante du programme de protection des témoins. Où est-ce que ça en est? Est-ce que le gouvernement a travaillé dessus? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a eu les avancées significatives? Ah, tout à fait. Nous avons, repéré plusieurs maisons, qui vont être, achetées, par le gouvernement d'ici la fin de mon mandat, mais les maisons ont été, repérées, il n'y a plus qu'à les acheter. Et elles sont en nombre suffisant pour permettre, la protection de différents témoins, si besoin est. D'accord. Toujours dans ce thème de la justice et de la sécurité, puisque le nerf de la guerre ici, c'est la loi. Et nous sommes d'accord pour dire que si la loi ne permet pas, la police ne pourra pas faire davantage son travail. Qu'en est-il de la réforme du droit pénal qu'on nous avait promis aux dernières élections? Est-ce que la législation sur le gel des comptes bancaires, des différentes saisies, etc., est-ce que ça a avancé? Est-ce que votre gouvernement a un projet de loi qui est construit ou en cours de construction? Et qu'en est-il? Je dirais que c'est en cours de construction, pour être tout à fait franc. Nous avons eu beaucoup d'autres, choses, dont il a fallu s'occuper. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un point important. Néanmoins, nous avons jugé effectivement, enfin que d'autres étaient prioritaires par rapport à celui-ci. C'est un projet qui, à mon sens, a des chances d'aboutir assez facilement, mais qui, jusqu'à présent, de toute façon, n'a pas réellement eu, nécessité d'être. Parce que nous a pas été fait des remontées, venant des services de police ou justice, de cas sur lesquels il aurait fallu appliquer, ce gel de compte. Nous n'avons pas eu besoin, de geler les comptes de différentes personnes qui ont pu faire l'objet d'arrestations, parce que ça n'a pas été une nécessité. Mais nous allons, néanmoins y travailler. D'accord. On passe ensuite au thème de la santé, qui occupe bien entendu une place prépondérante, puisque ce soir même vous étiez à l'inauguration de la clinique de Paleto Bay. Tout à fait, Dans votre à programme, l'hôpital. dans le volet santé, trois points figuraient, en l'occurrence la réhabilitation de cet hôpital, l'exonération de taxes pendant 6 mois pour l'installation de professionnels de santé dans les zones recluses, j'imagine que Paleto Bay en fait plus ou moins partie, Bien sûr. prise en charge partielle des frais de transport liés aux soins médicaux pour les habitants résidant à plus de 5 miles d'un hôpital.
Ma question est la suivante. Combien a coûté la rénovation de l'hôpital de Palais-Tobet et à combien a financé le gouvernement? Alors, l'hôpital de Palais-Tobet, c'est vrai que vous l'avez souligné, il était parfaitement utile de le reconstruire, si je puis dire, parce que c'est un service que nous devons à notre population, hein, qui vit à Palais-Tobet et qui, jusqu'à présent, était malheureusement contrainte de devoir euh, aller se faire soigner dans des contrées lointaines. Donc c'était véritablement fondamental de réhabiliter cet hôpital. Et nous avons mis tous les moyens. Combien? On parle de plusieurs millions de dollars sur cet hôpital pour la reconstruction et l'équipement en matériel dernier cri, également le recrutement de personnel. Nous avons un directeur, Monsieur Patrick NJ, qui est très compétent, qui s'est chargé justement de recruter des personnels hautement qualifiés pour Vous parlez ce de lieu de soins. reconstruction, ça veut dire que le bâtiment a été rasé pour être reconstruit? Il n'a pas été rasé, mais il a été véritablement retravaillé de fond en comble, parce que ne serait-ce que pour la décoration, l'aménagement, donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Alors extérieurement, ça ne se voit pas nécessairement, mais je veux dire qu'intérieurement, le résultat est là. D'accord, et pour cela, le gouvernement a dépensé plusieurs millions. Oui. D'accord. Et concernant l'exonération de taxes et la prise en charge partielle des frais de transport, est-ce que des dispositifs particuliers ont été mis en place pour permettre de répondre à ces promesses? Alors, ils existent. Néanmoins, nous n'avons pas communiqué dessus. Et pour le moment, j'ai envie de vous dire que tant que pour le troisième point de mon programme, qui consistait justement à la prise en charge partielle des frais de transport liés aux soins médicaux, aux habitants qui résidaient à plus de 5 mètres d'un hôpital, c'est quelque chose qui maintenant n'a peut-être plus lieu d'être dans la mesure où chaque point stratégique de notre État est doté d'un hôpital. De ce fait, je pense que tous les habitants sont à proximité d'un hôpital et ne doivent plus faire plus de 5 miles pour s'y rendre. D'accord, et du coup, le dispositif d'exonération d'impôts Ça, c'est en place est en pour place. effectivement les professionnels de santé, mais malheureusement, nous faisons également face à une crise de vocation dans ce secteur, puisque nous n'avons que très peu de médecins, voire du tout pour certaines zones, s'étant proposé d'ouvrir un cabinet médical, par exemple à Sandy Shores, ou même à Paleto. Heureusement justement que l'hôpital existe et qu'il a pu permettre le recrutement de plusieurs personnels médicaux à cet effet. D'accord. On bascule ensuite sur le thème de l'égalité sociale qui est plus ou moins lié à celui de la santé. Vous aviez fait durant votre campagne d'un cheval, vous en avez fait un cheval de bataille, la discrimination en tout genre. Vous aviez notamment proposé d'alourdir les peines contre toutes les formes de discrimination. Qu'en est-il de cette réforme? Est-ce que les peines ont été réformées? Est-ce que désormais les personnes auteurs de ce genre de discrimination sont plus sévèrement punies qu'avant de votre mandat? Alors, malheureusement, nous n'avons pas véritablement mis en place un système renforçant la lutte contre ces actes discriminatoires, mais d'après les statistiques qui me sont remontées des services de police, nous n'avons pas, et fort heureusement je m'en réjouis, beaucoup de cas de discrimination liés à, que ce soit à la race, entre guillemets, aux origines ethniques, on va dire, à la sexualité. Donc ce n'est pas ce qui est prédominant dans la criminalité aujourd'hui.
Et pour autant, malgré le fait que ce soit une de vos principales promesses, ça n'a pas été Je ne dirais pas que c'était une de mes accompli. principales promesses. Vous savez, il y a beaucoup de promesses qui me semblaient, non pas que celle-ci soit négligeable, néanmoins, nous avons dû faire face à des situations de crise et à des situations préoccupantes à différents égards, notamment en ce qui concerne justement la sécurité. Donc, qui ont occulté cette promesse qui était mienne. Soit je tiens à dire que le mandat n'est pas terminé. Il me reste encore, heureusement, plusieurs jours pour essayer de rattraper ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à maintenant. Mais en attendant, c'est vrai que nous avons travaillé sur beaucoup d'autres sujets qui, pour certains, ont été abordés précédemment. Et pourtant, la réforme des peines pour ce genre d'infraction ne demande pas un travail des plus colossales. C'est vrai, mais tout travail n'est pas forcément des plus conséquents. Néanmoins, la somme de tous les travaux est conséquente. N'avez-vous pas d'équipe spécialisée dédiée à ce genre Oh, de questions? nous avons plusieurs effectivement équipes qui sont, comme vous le savez, totalement mobilisées pour faire avancer les causes de notre État et, et elles avancent précisément. Et où en est Celle-ci alors l'équipe avancera. qui gère la question de l'égalité sociale et des discriminations? Eh bien, elle est au travail. Elle est au travail. D'accord. Parlons ensuite des chômeurs qui font également partie de votre volet sur l'égalité sociale. Vous Mhm. aviez en l'occurrence promis de mettre en place une aide aux personnes en chômage longue durée justifiant d'une recherche d'emploi active. Où en Tout est à fait. ce Ah, dispositif? Est-ce que les aides peuvent être délivrées pour toute personne qui prévoit ce genre, qui se trouve dans cette situation-là et qui sollicite le gouvernement en ce sens? mais Qu'en tout à est-il fait. de ce dispositif? C'est une réforme qui est active et qui n'a pas encore été véritablement sollicitée. À ma grande stupéfaction. Je pense que nous avons un État, je ne dirais pas que nous sommes au plein emploi, mais nous ne devons pas en être loin. On a un État où la population est relativement active, et je m'en félicite. Très peu sont justement les gens en demande d'emploi. Au contraire, justement, comme on a pu l'évoquer précédemment, que ce soit dans la police ou dans les services de secours, la- et même la médecine, hein, ça en fait partie, nous faisons davantage face à une pénurie de candidats, preuve que nous n'avons pas beaucoup de chômeurs dans ces branches. Mais malgré le faible nombre de chômeurs, est-ce que ces aides-là ont été concrètement mises en place? Elles sont mises en place, tout à fait. D'accord. Vous aviez également proposé de cesser, pour revenir sur les discriminations, cesser de subventionner les entreprises qui se rendent coupables envers leurs employés de discrimination en tout genre. Mhm. Est-ce que vous aviez eu connaissance de certaines entreprises? Est-ce que le gouvernement a dû, à plusieurs reprises ou non, Non. devoir couper ses subventions? Actuellement, il ne nous a été remonté aucun problème de discrimination au sein d'une entreprise, ce qui prouve justement que, Dieu merci, les choses avancent. Nous n'en sommes plus à un temps où cela pouvait malheureusement être le cas. Et c'est une très bonne chose dont on doit tous se féliciter. Effectivement, nous n'avons pas eu de demande en ce sens. De ce fait, nous n'avons pas eu à couper des subventions d'entreprise. D'accord. Sur le thème maintenant des sports et des loisirs, qui occupent également la vie quotidienne de nos concitoyens, vous aviez proposé deux points, dont le premier est l'instauration d'événements en tout genre et favoriser ces événements-là, Oui, avec des subventions qui pourraient être accordées aux organisateurs si besoin et selon la teneur de leur projet.
Et en deuxième point, permettre l'organisation d'événements sportifs de manière ponctuelle sur la piste de l'aérodrome de Sandy Shore. Ma question est la suivante, est-ce que le dispositif pour permettre l'organisation d'événements sur la piste de Sandy Shore a été construit? Est-il actif? Si oui, quand sera le premier événement? Et comment est-ce que le gouvernement compte actionner ce levier régulièrement? Euh, alors, j'aurais aimé vous répondre que ces points que vous avez abordés et qui étaient justement les points de mon projet ont été réalisés, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas encore trouvé d'accord avec l'aérodrome de Sandy Shores pour l'organisation d'événements sportifs, ne serait-ce que de manière ponctuelle. Et c'est effectivement dommageable parce que je trouvais que c'était une bonne chose. Mais pour le moment, c'est au point mort. Pour ce qui est du premier point, L'aérodrome n'est pourtant pas privatisé. et c'est un petit peu plus complexe parce que nous avons quand même des avions qui doivent se poser et décoller sur cette piste. Et notamment pour tout ce qui est transport alimentaire, hein, des petits avions agricoles. Donc c'était un petit peu complexe de bloquer ces avions pour l'organisation d'événements sportifs. Mais n'avons pas dit notre dernier mot, allons poursuivre nos efforts là-dessus. Mais je suis pas sûr que ça puisse être fait rapidement. Pour ce qui est du premier point, c'est pareil. Malheureusement, j'aurais voulu qu'il y ait des événements sur le sol de San Andreas, mais nous n'avons pas d'organisation en rapport avec le spectacle. Ils se sont manifestés pour l'instauration d'événements sportifs, culturels, musicaux. Donc nous n'avons, hélas, accordé aucune subvention. Pas faute de vouloir le faire, mais malheureusement, il n'y a pas de candidat pour ce faire. C'est quelque chose que je regrette profondément parce que nous sommes finalement dans un état où la population travaille beaucoup, on l'a vu, mais n'a que peu de loisirs pour elle. Et je trouve ça personnellement extrêmement regrettable. Mais je ne peux pas me substituer à des organisations privées, hélas. Effectivement, oui, ça peut être... c'est dommage. Vous parlez Oui, tout à fait. justement d'emploi et nous allons du coup passer sur le volet suivant, celui de l'économie et de l'emploi. Vous aviez entre autres promis trois choses, non seulement une diminution de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 5% dans les 2 premiers mois suivant l'installation d'entreprises pour que ces dernières puissent constituer une trésorerie suffisante. Également une aide financière pour les entreprises qui désirent s'installer dans le nord de notre État, à savoir Sandy Shore, Grapeseed, Paleto Bay, Mhm. et créer des centaines de postes dans l'entretien des infrastructures de notre État. Ma question est donc la suivante. Le dispositif de diminution des impôts sur les sociétés a-t-il été mis en place? Est-ce que les aides financières pour les entreprises désirant s'installer au nord ont été versées? Y a-t-il eu effectivement des centaines d'emplois qui ont été créés pour l'entretien des infrastructures de notre État? Alors, il y a eu quelques aides versées à différentes entreprises sur le secteur de Paleto notamment, outre l'hôpital qui représente la plus grosse aide accordée dans ce qui est privé. Nous avons des petits commerces de proximité qui ont pu bénéficier d'une aide à l'installation, soit un salon de coiffure, je pense également à un disquaire, et des petits commerces qui se sont créés, rien de très gros, sorte usine ou siège social. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là,
Mais si tel avait été le cas, les subventions auraient bien évidemment été versées de manière conséquente afin justement d'attirer ce genre d'infrastructure au sein de notre État. Moi, je suis justement pour parler avec une grand constructeur automobile américain pour l'implantation d'une usine sur notre État. Ça représentera des centaines d'emplois et une richesse financière certaine. Donc, j'espère justement que les négociations qui sont très avancées actuellement permettront l'arrivée de ce constructeur qui serait une manne financière pour notre État et ses habitants. Qui est ce constructeur? Je ne peux pas le révéler actuellement. Est-ce que le gouvernement participe et finance son installation? Le gouvernement favorisera l'installation de l'usine de ce constructeur Par quel moyen? par les subventions dont il est précisément question dans mon projet. Et vous rendez pas les informations publiques par rapport aux subventions d'une entreprise hypothétique? Actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour, étant donné que ce n'est justement qu'hypothétique, comme vous le signalez. D'accord, donc la population de Saint-Andrés n'est pas mise au courant des négociations qui sont faites avec ses Non, propres deniers. non, je pense pas qu'il faille le voir comme ça. La population n'a pas à avoir une fausse joie au cas où le constructeur déciderait finalement de choisir un autre État plutôt que le nôtre. Donc, j'en fais part actuellement parce que je me réjouirais que le constructeur accepte la proposition qui lui a été faite et qui sera pourvoyeuse d'emploi. Et à ce moment-là, justement, la population sera informée de la bonne nouvelle, étant donné que, outre, À hauteur de malgré, combien le gouvernement financera alors l'installation de cette entreprise? pour le moment, je n'ai pas de chiffres précis à vous Sans communiquer. avoir de chiffres précis, est-ce que vous avez des parts à peu près? Est-ce que le gouvernement financera 50%? Est-ce qu'il financera seulement Non, non, l'installation, non, la construction? non, déjà, on financera effectivement l'implantation. On exonérera peut-être d'impôts la société pendant une certaine période. Est-ce que le Trésor public effectuera un contrôle suffisant pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale Bah, c'est évident, mais c'est une et de société quand détournement même de fonds publics? qui... Non, mais c'est une société qui a... Enfin, je tiens à signaler quand même que même si je ne précise pas de quel constructeur il s'agit, des constructeurs américains, il n'y en a pas tant que ça, j'ai envie de dire. Et nous avons des constructeurs dont la fiabilité n'est plus à démontrer. On ne parle pas là de constructeurs qui pratiquent de l'évasion fiscale et du détournement de fonds. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la population, justement, sera tenue informée, mais outre, malgré le fait que nous versions des subventions, donc comme pour reprendre votre terme, des deniers du contribuable. Ce qu'il faut voir, c'est les emplois que ça va créer. Parce que nous n'investissons pas à fond perdu. Les investissements que nous pouvons fournir, la somme d'argent que nous pouvons allouer à cette société sera pourvoyeuse d'emplois. Et ces emplois iront directement aux habitants de San Andreas, bien évidemment. Donc j'y vois là une très bonne nouvelle pour notre économie. Est-ce que les infrastructures de notre État seront alors adaptées pour permettre une implantation d'une telle entreprise et faire face au flux logistique qui sera peut-être plus important que Tout à ce que fait, connaît l'État aujourd'hui? tout à fait. Nous avons plusieurs terrains aptes à recevoir cette usine et nous avons un très bon réseau routier. Les deux, enfin, que ce soit la freeway ou la highway, ce sont des axes qui desservent intégralement notre État. C'est un maillage routier parfait pour accueillir une société d'une importance comme celle dont il est question. Très bien, merci monsieur le gouverneur pour cette partie sur l'économie et l'emploi. Nous allons du coup basculer sur le dernier volet territoire et écologie qui comportait là aussi trois points dont un renforcement des sanctions à l'égard de tout acte de
pollution écologique, une remise en place des subventions pour tout achat de véhicules électriques et une imposition un maximum d'émissions de carbone pour les usines présentes sur le sol, avec une obligation de se mettre aux normes d'ici 3 ans. Ma question est la suivante, les sanctions à l'égard des actes de pollution ont-ils été renforcées? Y a-t-il eu une remise en place réelle des subventions de l'achat des véhicules électriques? Et y a-t-il eu des entreprises et des usines présentes sur notre sol qui ont été sommées de se mettre aux normes et d'autres ont-elles été obligées de cesser leur activité à cause de ce manquement? Alors, il ne m'a pas échappé que ces 3 questions sont directement tournées vers mes 3 points justement de mon programme. Alors, pour ce qui est des renforcements des sanctions à l'égard des actes de pollution écologique, oui, c'est une volonté. Maintenant, et ça ira avec le 3e point, nous n'avons pas identifié actuellement véritablement d'entreprises problématiques dans ce domaine. Alors, il y a quand même quelques centrales, enfin des entreprises industrielles, principalement axées sur le nord de notre État, qui font l'objet d'une surveillance et qui, pour certaines, ont été sommées de se mettre en conformité avec les normes que nous avons dictées et qui sont consécutives à l'accord de Paris. À combien est alors fixé le taux d'émission de carbone maximum? C'est là, je dois vous avouer que je ne suis pas apte à répondre à cette question. Mon Et service, les entreprises qui dépassent ce taux, est-ce qu'aujourd'hui elles doivent faire face à des sanctions plus élevées qu'avant? elles Y le a-t-il eu peuvent. une réelle réforme du droit de Mais l'environnement? pour le moment, nous n'avons délivré aucune obligation de, de fermeture, on va dire. Donc nous avons des entreprises qui doivent se mettre en conformité. Mais est-ce que les actes Nous de n'avons pas de... pollution écologique Ah, classiques il connaissent n'y a pas aujourd'hui des d'acte, sanctions plus élevées? il n'y a pas d'acte actuellement qui soit des actes de pollution à grande échelle. J'entends par là déversement dans les rivières de produits hautement toxiques, D'accord, mais quand vous parlez de tout d'activités acte au de port. pollution écologique, vous entendez aussi les petits actes. Est-ce que pour autant les sanctions ont été augmentées? Alors, ce n'est pas comme ça que je le réfléchissais, parce qu'on ne peut pas justement sanctionner par exemple un automobiliste qui roulerait avec un véhicule polluant d'une trentaine d'années. Ça fait pas partie des Est-ce que choses les que je actes voulais de sanctionner. pollution écologique qui sont déjà prévus par la loi connaissent aujourd'hui, oui ou non, des sanctions qui sont plus élevées qu'avant? J'entends par là le fait, par exemple, et comme en dispose le code des ports et de la navigation, le fait de jeter des ordures par-dessus bord lorsque vous êtes à bord d'un bateau, dans les eaux territoriales de Saint-Andreas, cela est réprimé par la loi. Est-ce Bien sûr. qu'aujourd'hui, ces sanctions-là sont plus élevées depuis que vous êtes en fonction? Il n'y a pas eu effectivement de hausse qui a été discutée de ces sanctions. Très bien. Est-ce que votre gouvernement travaille justement sur une hausse de ces sanctions? Et si oui, est-ce qu'un texte est déjà prêt? Un texte est effectivement proche de sa finalité, bien sûr. Est-ce que le gouvernement travaillera également à la mise en place de dispositifs de lutte active contre les actes de pollution, comme vous avez dit, grande échelle, pardon, notamment le déversement d'hydrocarbures? Est-ce que le gouvernement va mettre en place des contrôles plus intenses et peut-être mettre en place des organes de lutte active contre ce genre de dérive? Ah, mais c'est un souhait profond. Néanmoins, j'estime que nous sommes déjà en mesure de repérer ce genre d'incivilité, si je puis dire. Euh, sont même pas, ça, ce sont des incivilités très grande échelle. Mais nous avons un organisme de contrôle, notamment au port,
avons une brigade qui est déjà en charge de la surveillance du territoire maritime. Donc c'est déjà quelque chose que nous contrôlons. Et il ne vous a pas échappé, et heureusement pour nous tous, nous n'avons pas eu affaire à des pollutions sur nos côtes. Pas eu de dégazage, il n'y a plus que de marée noire à gérer. Preuve que même si les sanctions n'ont pas été sur le papier augmentées, les gens sont conscients des enjeux écologiques, parce que finalement ça concerne tout le monde. Est-ce que vous affirmez donc que les actes de pollution écologique sont proches de zéro? Actuellement, pour ce qui concerne effectivement des actes de pollution de grande ampleur, oui. D'accord. Concernant l'écologie, vous aviez aussi promulgué il y a quelques mois de cela une loi qui permet de classer des espèces animales comme protégées et donc interdites à la chasse. Est-ce que la mise en place de ce dispositif-là a permis d'éviter une chasse trop importante des espèces concernées? Y a-t-il eu des situations de chasse illégale? Avez-vous eu connaissance d'une chasse d'espèces protégées dans notre État? Non, je n'ai pas eu connaissance, mais il est vrai que je me félicite d'avoir fait passer cette loi qui me tenait vraiment à cœur, parce que nous avons des espèces justement, ça fait partie de l'écologie, que ce soit la faune ou la flore, ce sont des éléments qu'on doit absolument protéger. Et tout animal a sa place au sein de la Terre et également de notre État. Et le castor faisait partie justement des animaux qui étaient menacés et qui pourtant s'avèrent véritablement prépondérants dans notre écosystème. Il était normal donc de devoir sévir là-dessus, et c'est là le sens de la loi qui a été promulguée. Il ne m'a pas encore été remonté de chasse de castor. Ça ne veut pas dire malheureusement que ça ne se produise pas. Je pense que nous n'avons peut-être pas assez d'organismes dans les forêts aptes à contrôler la chasse de ces animaux. Mais c'est là justement le sens de l'association créée par Monsieur Coyle qui protège les, les castors, qui va justement, avec ses équipes, veiller à la protection de ces animaux et au respect de la loi qui a été votée en ce Y sens. a-t-il une veille constante de la part de cette association? C'est une jeune association donc, qui prend ses marques et qui va effectivement être très active dans ce domaine, puisque c'est un domaine qui tient vraiment à cœur à Monsieur Coyle et je le partage totalement. Donc c'est quelque chose sur lequel, enfin, qui va s'inscrire dans la durée. Il n'est pas question justement de faire quelques surveillances pendant une semaine et puis d'abandonner le terrain. Bien évidemment, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Très bien, merci monsieur le gouverneur. Nous en avons fini donc pour ce thème de l'écologie et des territoires qui représente aujourd'hui un enjeu des plus importants et nous allons pouvoir maintenant adopter une vision un peu plus globale de votre mandat et la façon dont il a été exercé. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan général de votre mandat, des points positifs que vous retenez, des points négatifs que vous retenez, et éventuellement des erreurs que vous auriez pu corriger et la façon dont vous auriez dû finalement réagir? Alors, c'est un mandat qui a été intense et que j'estime finalement assez court pour justement tout mettre en place. Parce que, comme on a pu en discuter, il y a malheureusement des éléments qui faisaient partie de mon programme et qui n'ont pas encore pu être euh, adoptés. Et c'est un profond regret parce que finalement, le temps passe très très vite. Et malheureusement, en politique, les choses sont longues à se mettre en place. Les votes demandent parfois beaucoup de débats, de contre-débats, de contre-propositions.
Et c'est autant de temps perdu avant qu'une mesure soit officiellement promulguée, qu'une loi soit votée. Et malheureusement, ça retarde l'échéance, autant pour mon gouvernement que pour les citoyens, pour lesquels ces lois étaient censées intervenir et potentiellement les protéger. Donc c'est un mandat qui n'aura pas été facile. Il prenait la suite de celui du regretté Chris McWells et de ce que j'avais pu entreprendre, malheureusement, en le remplaçant au pied levé, ce qui n'avait vraiment pas été facile. Et je pense qu'il y a toujours possibilité de faire mieux, de revenir sur certaines choses qui ont été faites. On s'aperçoit effectivement, après, de certaines erreurs, fois on les a commises, malheureusement. Mais ce qui manque surtout dans ce mandat, c'est du temps, parce que les choses, effectivement, sont longues. Notamment, je vous dis, tout ce qui est même achat de matériel. Les sociétés, les hélicoptères, on les a commandés quasiment au début du mandat, ils ne sont toujours pas arrivés. Je ne suis pas en mesure, moi, d'assurer la fabrication de ces engins. Et je suis tributaire du fait qu'ils arrivent au cours de mon mandat ou pas. Pourtant, de mon côté, nécessaire a été fait pour qu'ils soient opérationnels au plus vite. C'est un regret parce que s'ils n'arrivent pas d'ici la fin de mon mandat, je considérerais bien évidemment, moi, avoir fait tout ce qui était en mon ressort, mais j'en demeurerais avec un goût d'inachevé. D'accord, un mandat inachevé. Ce que nous pouvons retenir du coup de votre prise de fonction et Un peut-être mandat aussi raison pour est laquelle vous vouliez être réélu pour pouvoir terminer. un mandat est systématiquement inachevé. Je pense qu'il serait mentir que de dire que chaque homme politique, quand il présente un programme, pourra le réaliser à 100%. Il y a toujours une marge qui n'est pas possible en fonction de plein de paramètres, et le temps en est un. D'accord. Durant votre mandat, vous aviez entre autres essuyé plusieurs crises difficiles. Nous pensons notamment à la crise en Ukraine qui a démarré il y a déjà quelques mois. Mhm. Vous aviez aussi essuyé plusieurs scandales et je pense notamment au scandale de votre conjoint Finn Coyle qui avait été condamné pour refus d'obtempérer alors même qu'il occupait les fonctions de lieutenant auprès du Los Santos Police Department, suite à quoi vous l'avez gracié, ce qui avait entre autres bouleversé l'opinion publique et avait laissé transparaître un froid entre vous et le procureur général Howard Gaz. Quelles Non, leçons tirez-vous de ce scandale et où en sont les relations avec le procureur général? les relations avec le procureur général sont excellentes. C'est un ami de longue date. Je n'ai pas de problème avec le procureur général Howard Gaz. Nous avons travaillé ensemble de par le passé, moi en tant que procureur général et lui à mes côtés. Et c'est avec toute la confiance qui est mienne et que je lui ai accordée, notamment en le soutenant à ce poste. J'estime qu'il fait le travail qu'il peut fournir. Non pas à avoir de doute à ce niveau-là. Alors, bon, il y a le tout premier point que vous avez abordé qui est un point extrêmement grave, hein, puisqu'effectivement, la situation en Ukraine est extrêmement problématique. Et c'est quelque chose qui, à titre personnel, me touche profondément parce que j'estime que ce peuple n'a pas mérité ce qui lui arrive. L'offensive russe est extrêmement brutale, dans tous les sens du terme. Elle est arrivée brusquement et très fortement. Les Ukrainiens ont montré une capacité de résilience et de résistance, surtout, emmenée par leur leader Volodymyr Zelensky, qui est admirable dans les fonctions qui sont siennes et avec le contexte qu'ils n'avaient sans doute pas imaginé.
Je pense qu'il faut accorder toutes les aides nécessaires au peuple ukrainien pour qu'ils arrivent à se défendre face à cette offensive. Et c'est ce qui est fait par notre gouvernement. Les États-Unis fournissent énormément d'argent et d'armes, de matériel militaire au peuple ukrainien afin d'aider leur armée, leurs soldats à résister. À titre personnel, moi, j'ai souhaité accueillir euh, des ressortissants ukrainiens au sein de l'État de San Andreas, ce qui n'a pas été facile parce que nos opposants républicains étaient plutôt opposés à cette question qui me paraît juste une question humaine. Nous parlons de citoyens qui sont délogés de chez eux, qui ont perdu tout repère, qui ont perdu leur vie, qui sont traumatisés parce qu'ils ont vécu, perdu, pour certains plus que du matériel, des proches, des gens qu'ils aimaient. Ils ont perdu leur quotidien. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer à l'heure actuelle parce que notre pays n'a jamais été dans cette Et situation. pour défendre le peuple ukrainien, est-ce que l'État de Saint-Andreas, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une base aérienne qui se situe sur notre île, à savoir le Fort Zancudo, est-ce que du matériel militaire a été acheminé depuis cette base en direction de l'Ukraine? Est-ce que du matériel humanitaire ou est-ce que d'autres moyens ont été fournis par l'État de Saint-Andreas ou sont partis de l'État de Saint-Andreas direction l'Ukraine? Alors, ce sont des questions militaires qui pour certaines sont secrètes, donc je ne pourrais pas en dire davantage. Je peux effectivement confirmer qu'il y a eu des départs de la part du Fort Zancudo. Pas en termes d'hommes, puisque nous n'intervenons pas sur le terrain ukrainien. Nous ne pouvons qu'envoyer de l'appui logistique et de l'équipement. D'accord. Et pour revenir sur les autres crises suivantes qui ont Alors, jalonné oui. votre mandat, je parlais avant Alors, du scandale de votre conjoint Finn Coyle. Quelles sont les leçons que vous tirez des actes de votre conjoint et de l'impact politique que cela a eu? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ou non d'avoir gracié votre conjoint? c'est une question extrêmement complexe, mais je vous remercie de me l'avoir posée, parce qu'elle va me permettre de rétablir une vérité. Effectivement, cette crise était certainement l'une des plus grosses qu'à titre personnel j'ai traversées, en tant que gouverneur et également en tant que conjoint. Je n'avais pas prévu, effectivement, d'avoir à gérer ce genre de problème, et ça a été, à titre personnel, extrêmement douloureux. Néanmoins, je ne comprends pas l'ampleur que cela a pu prendre au sein de la population et se révéler comme étant un scandale presque d'État. Je ne reviens pas sur le caractère délictuel des faits qui ont été commis par M. Finn Coyle. Je le sais, il a été Je condamné vous rappelle quand même qu'il a pour été cela. question de refus d'obtempérer de la part d'un lieutenant de police que vous avez gracié. Donc c'est Alors, normal que l'opinion publique laissez-moi pense que, en tant que gouverneur, vous n'ayez pas l'esprit tout à fait ouvert. laissez-moi répondre à cette question. Peut-être vous verrez que peut-être vous qui n'avez pas l'esprit assez ouvert. J'ai condamné les actes de M. Coyle, qui effectivement sont ni normaux, c'est pas, bon sens veut effectivement qu'il s'arrête lorsqu'il voit un policier à sa poursuite, et à plus forte raison, alors que M. Coyle était à ce moment-là lui-même membre des forces de l'ordre. Donc il se devait d'être exemplaire, et c'est ce que j'ai déjà dit effectivement le soir même lors de mon discours. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je le pense toujours. C'était... Voilà, ça a été fait, c'est totalement regrettable, et c'est condamnable. Et ça a d'ailleurs été condamné par la justice, emmené par le procureur général Howard Gaz. J'ai gracié M. Coyle Avez-vous pour une demandé au procureur seule général d'adopter une et politique bonne de raison. répression de cette infraction-là un peu plus douce que d'habitude?
Pas du tout. Il Vous confirmez a donc que le procureur général a été totalement libre dans sa façon d'apprécier ah l'affaire mais et les peines totalement qu'il a demandées. et la preuve, preuve en est justement les peines qu'il a demandées, puisqu'il n'a pas demandé, la remise en liberté de monsieur Coyle, loin s'en faut. De mon côté, je n'ai gracié monsieur Coyle qu'après qu'il ait effectué l'intégralité de sa peine au centre pénitentiaire de Bolingbroke. Il a également payé l'entièreté de ses citations et si contrôle fiscal devait avoir lieu, montrerait que cet argent ne lui a pas été remboursé par l'État. Il s'est bien acquitté de la somme qu'il avait à payer. La grâce est intervenue, non pas pour l'absoudre de sa condamnation et des peines qui avaient été prononcées à son encontre, mais dans le simple but qu'il puisse retrouver un poste au sein des forces de l'ordre, sachant justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que les forces de l'ordre sont en manque de personnel. Et vous préférez donc, pour pallier à ce manque de personnel, réintégrer quelqu'un qui a été condamné pour une infraction que la police combat à corps et âme. Alors, Encore hier, vous n'êtes pas sans savoir qu'un agent, un capitaine du LSPD a été froidement abattu par un individu qui a commis des faits assez graves, en l'occurrence un refus d'obtempérer qui a engendré une poursuite assez conséquente et qui s'est soldé par une hospitalisation d'un capitaine du LSPD. déjà, c'est quelque chose qui ne m'a pas été remonté, que vous m'apprenez. Hier, j'étais notamment auprès des firefighters de notre État qui ont fait l'objet de l'incendie d'un de leurs engines, sachant qu'un de leurs hommes se trouvait à bord, qu'il a tout juste eu le temps de s'en extraire avant que le pire ne se produise. C'est quelque chose qui, là, est extrêmement dangereux et problématique, dans le sens où on peut comprendre qu'on s'en prenne à des gens qui servent la population au quotidien. Alors que ce soit les forces de l'ordre, mais également les pompiers, qui, à plus forte raison, sont clairement là pour aider la population en cas de besoin. Bon, pour revenir sur le refus d'obtempérer, j'entends ce que vous me dites, je le comprends, mais comprenez également que j'aurais trouvé ça dommage, une fois que M. Coyle a purgé sa peine, donc a rendu des comptes à la société avec cette condamnation, de ne pas lui permettre de retrouver son poste, étant donné que nous manquons d'effectifs. Et C'est pourtant, pas vous comme n'êtes pas si... sans savoir que la politique en termes de discipline au sein des services de police condamne pour plusieurs manquements à une radiation du service. je vais vous dire une chose. J'aurais agi de la sorte, de la même manière, vis-à-vis de n'importe quel autre membre des forces de l'ordre. Auriez-vous réagi si ça avait été le lieutenant Reyes ou le capitaine Jong-in qui avait agi de la sorte? J'aurais réagi absolument pareillement si la nécessité l'avait demandé. À l'époque de Monsieur Jung-in, il y avait... Confirmez donc que cela a eu Alors, laissez-moi terminer des ma points phrase. positifs sur le travail de la police. Vous pouvez donc confirmer que grâce à cet acte de votre part, en l'espèce la grâce de Monsieur Coyle, celui-ci a pu réintégrer le service, apporter son travail qui a pu porter ses fruits, et a permis au LSPD d'accomplir la mission qui est la sienne, et que Monsieur Coyle n'a pas été auteur de quelconque autre manquement, et que Nous cette avons eu... condamnation lui a servi de leçon. Pouvez-vous Alors, confirmer cela? alors, Monsieur Coyle a fait le travail qui était le sien pendant quelques semaines après sa réintégration, avant qu'il ne quitte le service. Pour quelle raison a-t-il quitté le service? Eh bien, écoutez, vous le lui demanderez. Vous n'êtes pas au courant de pourquoi il a quitté le service? J'estime que ce n'est pas à moi d'y répondre, Et pourquoi monsieur. cela? Alors même que vous encaissez les points, les aspects négatifs de ce scandale, Alors, et que ce scandale a vous une le, sou- portée tout à fait politique. vous le soulignez effectivement, et c'est regrettable. Je ne suis pas responsable des actes de monsieur Coyle, mais effectivement, je les encaisse.
Vous voyez? La vie est parfois injuste. Maintenant, pour revenir à ce que je Monsieur Cole disais s'est-il avant que engagé à faire en sorte que votre image puisse être redorée après les scandales qui ont entaché votre vie politique? Monsieur Coyle fait le nécessaire pour être, à mes côtés, ce qui est parfois difficile parce que nous avons une vie, trépidante de par ma fonction. C'est pas toujours facile pour lui Confirmez-vous donc que Monsieur Coyle a de adopté supporter depuis un cette comportement tout à fait exemplaire pour éviter que votre image mais soit à nouveau mais salie mais et tout que à fait. donc aucune enquête n'est ouverte à son encontre, qu'aucune arrestation n'a été effectuée à son encontre et qu'aujourd'hui il est blanc comme neige? Écoutez, à moins que vous ayez un scandale à ressortir et dont je ne suis pas informé, j'estime pouvoir dire que monsieur Coyle est totalement exemplaire, notamment dans les nouvelles fonctions qui sont siennes et qu'il remplit à merveille, à mes côtés notamment. Quelles sont ces nouvelles fonctions? Regardez, il est là, il veille sur moi. C'est mon ange gardien. Est-ce que vous employez Monsieur Coyle dans le gouvernement? Il est employé au titre de ma sécurité personnelle, qui fait écho à ses précédentes fonctions, puisqu'il était sur le terrain, à défendre la population. Il est tout à fait apte à le faire. Alors, permettez-moi Vous de n'êtes pas revenir sans sur... savoir que le scandale de Finn Coyle justement a été aussi lié à un scandale un petit peu plus large sur la police et sur le Los Santos Police Department de manière générale. Je vous cite là le communiqué de presse qui a été publié par le procureur général Howard Gaz le 28 avril 2022, où celui-ci faisait état d'une impossibilité pour son bureau de donner suite à des affaires criminelles et délictuelles en tout genre, notamment les accusations qui ont été proférées par une dame qui était nue devant le gouvernement et qui accusait Rick Williams de violeur. Le procureur général a justement expliqué dans son communiqué de presse qu'il ne pouvait pas donner suite à cette affaire-là, étant donné que le Los Santos Police Department ne communiquait pas les éléments nécessaires à la mise en état de juger de ce dossier. Est-ce que le gouvernement met tout en œuvre pour que la municipalité de Los Santos puisse répondre correctement face à ces situations difficiles? Est-ce que le gouvernement donne les moyens nécessaires à la mairie de Los Santos, qui les donne au Los Santos Police Department, pour que ce dernier puisse accomplir les missions qui sont siennes? Écoutez, je crois qu'on a répondu à cette question lors de vos toutes premières questions qui concernaient mon programme sur Y les a-t-il eu subventions de de votre la part sécurité. des actions actives pour que le Los Santos Police Department puisse accomplir les missions qui lui sont confiées? Quelles actions aurais-je pu mener pour ce faire, étant donné que je ne suis pas recruteur de la police? J'aimerais pouvoir leur fournir l'effectif dont ils ont besoin et qui est clairement actuellement sous-évalué. N'avez-vous pas utilisé alors votre influence en tant que gouverneur pour forcer le Los Santos Police Department à répondre correctement aux demandes du bureau du procureur général, qui visiblement souhaite donner suite assez rapidement aux affaires qui lui sont confiées, mais qui n'est pas en mesure de le faire, faute de réponse de la part du LSPD? Et qui puis-je? Je ne gère pas le LSPD, il ne vous a pas échappé que ça n'est pas sous ma juridiction. Vous n'avez donc rien tenté pour faire en sorte que le LSPD travaille de manière plus qualitative? Écoutez, je ne suis pas le directeur du LSPD. Je ne peux que leur permettre de leur octroyer des subventions comme ça a été fait, pour qu'ils puissent disposer du matériel dont ils ont besoin et du personnel également dont ils ont besoin. Mais après, je ne peux pas non plus, je n'ai pas de moyen de contrôler où va l'argent qui leur est versé. Si demain, ils décident de ne pas acheter de véhicule et de stocker cet argent, je n'ai pas de moyen de les contraindre à le faire. Si cet argent préfère l'utiliser dans l'achat de matériel informatique plutôt que dans un effectif, je ne peux pas lutter contre ça. Vous êtes pourtant bien proche du maire de Los Santos, qui est le frère de votre Oui, ancien collègue, et c'est à Monsieur Chris lui, Williams. je n'ai pas Est-ce que le maire de Los d'ordre à Santos lui a pu donner. s'entretenir avec vous à plusieurs reprises pour que vous puissiez lui faire remarquer les manquements de son service? Mais quel manquement de son service, de quel manquement Encore une fois, parlez-vous? je cite l'article, le communiqué de presse du procureur général qui fait état d'une absence totale
des pièces du dossier pour l'affaire impliquant Rick Williams et son accusation de viol, Bon, alors où le Los déjà Santos Police Department n'a rien communiqué. permettez-moi quand même de dire que cette affaire est totalement grotesque. Monsieur Williams ne s'est rendu coupable d'aucun viol, de quel qu'il soit. C'est un fervent protecteur euh, des femmes. Il les respecte, ne les viole pas. Donc c'est une Nous accusation basculons donc totalement sur une farfelue. affaire de fausse accusation et pour autant le bureau du procureur Probablement. général n'est toujours pas en mesure de répondre et de donner suite à cette affaire-là étant donné que le Los Santos Police Department ne Alors, donne voyez, aucun élément. voyez, voyez, je vais vous dire une chose. Vous pointez le doigt sur quelque chose de fondamental. Si on... Alors, on m'a précédemment accusé d'avoir protégé Monsieur Coyle, mon conjoint, et de l'avoir réintégré, ce que je n'aurais pas dû, au sein du LSPD. Maintenant qu'il n'est pas là, on me reproche de ne rien faire pour pallier au manque d'effectifs qu'il y a au sein de la police. Et pire que ça, si on en... Voilà. Alors Si j'aimerais vous j'avais... corriger à ce Si... niveau-là, je n'ai pas mentionné le fait que le LSPD manque d'effectifs, j'ai mentionné le fait que le Et LSPD ne peut-être que répond c'est pas une... Et peut-être que c'est une correctement à ses fonctions. conséquence, Dites-vous monsieur. donc que si cette affaire n'est pas communiquée au bureau du procureur, cela est dû au fait que Fincoil ne fasse plus partie des effectifs du LSPD. Mais moins il y a d'effectifs, et moins la police pourra tourner correctement, monsieur. Pour C'est une autant, cette logique affaire implacable. remonte avant la démission de Fincoil du LSPD. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, si j'avais accusé, encore une fois, d'avoir protégé monsieur Coyle, monsieur Williams est un ami de longue date, qui a toute ma confiance. Et quand je vous dis qu'il n'a pas violé cette femme, c'est parce qu'il ne l'a vraiment pas violée. Sinon, je ne l'aurais pas plus protégé. Et voyez, j'aurais pu également interférer pour étouffer cette affaire, hein. Pourquoi pas? Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas responsable des affaires du LSPD. Le maire, s'il y a des reproches à lui faire, vous serez les premiers à venir le trouver et à lui faire peut-être des remontées qui sont légitimes. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas bien du LSPD. Parce que je sais personnellement qu'il est en contact constant avec l'équipe dirigeante. Maintenant, je n'ai pas de réponse à vous apporter concernant l'affaire dont il est question. Ce n'est pas de mon ressort. Avez-vous été mis au courant des mesures que le maire envisage si le LSPD n'accomplit toujours pas ses missions? Non, je n'ai pas été mis au courant, non. Le maire ne vous fait état de rien en ce qui concerne sa police municipale? Je n'ai pas de remontée extrêmement précise concernant le LSPD. Le LSPD faisant pourtant partie de toute la structure qui concerne la sécurité intérieure de notre État, vous ne vous intéressez pas plus à cela. Et que je m'y intéresse, c'est une chose, monsieur, mais je ne suis pas, encore une fois, responsable de ce service. Je ne parle pas de responsabilité, je parle de vous y intéresser. Je m'y intéresse. Qu'est-ce qui vous permettrait de penser que le contraire? Est-ce que la mairie de Los Santos envisage donc des mesures coercitives pour faire en sorte que le LSPD effectue pour de bon son travail? C'est à souhaiter. Vous n'êtes donc pas au courant des Mais différentes mesures que la mairie envisage. je gère un État, monsieur. Je ne gère pas la mairie de Los Santos. Si vous avez des questions à L'État poser de à San ce Andreas ne comporte sujet, pourtant pas 45 services de police. vous poserez la question à Jack McWells qui se fera un plaisir de vous répondre. Actuellement, pour répondre à votre question, je ne vais pas vous répondre oui si ce n'est pas le cas. Je ne vais pas vous répondre non si ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de réponse précise à vous apporter quant à cette question. Mais il va de soi, nous avons tous intérêt à ce que la police fonctionne parfaitement. De ce fait, il n'y a pas de raison de penser que M. McWells n'ait pas pris des dispositions en ce sens. Très bien, nous en avons fini pour cette partie du scandale et j'aimerais du coup revenir sur votre mandat en général et les projets futurs que vous avez, en l'occurrence les points clés de votre réélection. Quels sont les projets majeurs pour votre prochain mandat? Alors, Qu'avez-vous en numéro un, 2 ou 3 dans votre tête? alors, tout d'abord, j'ai à cœur de satisfaire la population de San Andreas jusqu'à la fin de mon mandat. Il n'est pas encore fini. Comme vous l'avez remarqué, et nous en avons discuté précédemment, il y a encore des tâches à accomplir.
des choses qui peuvent être faites avant la fin de mon mandat. Il y en a d'autres qui pourront effectivement faire l'objet d'une suite si elles n'ont pas pu être réalisées d'ici la fin. J'ai à cœur de satisfaire la population pleinement et lui apporter le bien vivre dont elle a besoin. Quels sont alors les points sur lesquels vous allez travailler pour permettre d'accomplir cela? Actuellement, je pense que nous avons quand même un État sain. Sain par ses finances, sain par la qualité du travail proposé. L'emploi, comme on l'a dit, est très bon. Et nous avons une police efficace, malgré les couacs Considérez-vous que que l'État est vous avez sain alors évoqués. même qu'hier soir encore, un capitaine du LSPD a été froidement abattu, qu'il est actuellement qui se bat contre la mort à l'hôpital et que quelques heures avant, un camion du SAFR a été incendié à coups de mortier d'artifice. Ce que vous dites est grave. On peut pas. Alors, Pourtant, tous c'est les vous qui États, parlez d'État sain alors même que ces faits se sont déroulés hier. tous les États font face à une criminalité. Personne n'y échappe. Strictement personne. Chaque jour, dans les États-Unis, il y a des policiers qui sont pris à partie dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a des meurtres Et qui c'est sont commis. exactement pour cela que les gouverneurs et que le président des États-Unis n'affirment pas que son État ou que les États-Unis se portent tout à fait bien et sont sains. J'estime que l'État de San Andreas, dans l'état actuel des choses, est un État sain. Il y a des zones qui posent plus de problèmes que d'autres. Il y a une criminalité à certains endroits qui n'a pas été résorbée, malgré tous les moyens qui ont pu être mis en ce sens. La justice également est sollicitée régulièrement pour faire face à cela. Et vous pourrez d'ailleurs interroger le procureur général Gaz qui vous fera part également de son bilan, alors même que dans quelques semaines, il fera également l'objet d'une fin de mandat. Les éléments qui se sont produits hier sont graves, mais fort heureusement, ils sont isolés. Nous n'avons pas à subir des assauts quotidiens, comme ce peut être le cas dans certaines villes des États-Unis, dans certains États qui sont beaucoup plus exposés à la violence que dans le nôtre. Nous avons malgré tout une situation qui peut être enviable par rapport à d'autres qui sont bien moins bien lotis. Alors, ça n'est pas parfait, mais ça n'est pas non plus un tableau entièrement noir. Moi, je vois du positif. Même si, effectivement, je ne remets pas en cause la gravité des événements qui se sont produits hier et qui feront l'objet de sanctions. Parce que tout le monde est mobilisé, justement, pour arrêter la criminalité. Je le suis, et je ne suis pas le seul. Il y a les forces de police, il y a la justice. Tout le monde se bat pour la même cause. Et vous savez très bien quelle est chère. Donc, la criminalité existe à San Andreas, je ne le nie pas. Elle existe, il faut la combattre. Néanmoins, il y a beaucoup de positifs dans cet état. Et qu'il faut souligner également. Nous sommes dans un état qui est malgré tout sain. Ouais, dire, on ne peut pas comparer. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Nous en sommes extraordinairement loin. Nous n'avons pas à subir ce que ces gens subissent. Nous n'avons pas à avoir la peur au ventre de savoir si notre immeuble va être détruit et si notre famille va mourir dans la nuit par un bombardement. Alors, effectivement, il y a des actes isolés, Fort qui, heureusement, monsieur le gouverneur, mais si vous mais regardez fort la France, heureusement, elle est elle aussi très loin de ce qui se passe en Ukraine. Pour je autant, ne le thème regarde de pas la la... sécurité en France est tout à fait primordial. Vous pouvez pas dire que dans les États-Unis, l'État de New York est tout à fait sécurisé, que la ville de New York, dans le quartier du Bronx ou de Mais Brooklyn, ne je connaît ne le aucune dirai pas, monsieur. criminalité. Ce n'est pas parce que nous sommes loin de l'Ukraine que nous sommes forcément Eh bien, 100% sains. si vous avez écouté ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, je vous ai dit que dans tous les États, il y avait une criminalité. Il n'y a pas un seul État où la criminalité est nulle.
par un seul État où la police ne se fait pas attaquer, parfois quotidiennement. Mais ce n'est pas parce que nous sommes loin de l'Ukraine et que nous sommes loin de l'État de l'Ukraine que forcément l'État de San Andreas est parfait et sain. L'État de San Andreas n'est pas parfait. Mais Il ce n'est serait pas pour faux autant de dire sain. que... Ah, écoutez, on joue sur les mots. Je ne vais pas vous dire que l'État de San Andreas est malsain, parce que ce n'est pas vrai. L'État de San Andreas se porte bien dans sa globalité. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que nous sommes dans un monde des bisounours. Loin de là. Mais nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas dans un état où on a la peur au ventre dès lors qu'on sort de chez soi. Alors ça ne veut pas dire que dans certains quartiers, ce ne soit pas plus compliqué que dans d'autres. Nous sommes d'accord. Mais néanmoins, dans sa globalité, l'état de San Andreas est un état sain. Bien, du coup, nous pouvons passer aux questions suivantes. Donc, par rapport à vos projets majeurs, qu'avez-vous en tête en cas de réélection comme réforme numéro un? Et conserverez-vous une grosse partie de votre programme pour ce deuxième mandat? Écoutez, j'espère avoir réalisé la majeure partie des éléments de mon premier programme, de manière à ne pas avoir à les reconduire lors du second, tant est qu'il existe. Concernant l'organisation même de votre gouvernement en cas de réélection, qu'adviendra-t-il du trésorier d'État Rick Williams? Est-ce que vous lui proposerez à nouveau un poste dans votre cabinet? Qui sera votre lieutenant-gouverneur candidat? C'est Conserverez-vous totalement... la Je... candidate, le lieutenant-gouverneur actuel? Et est-ce que vous garderez Finn Coyle à vos côtés après les scandales qui ont éclaté? La lieutenant-gouverneur fait un travail extraordinaire, donc il n'y a pas de raison que je change de lieutenant-gouverneur. Elle est très douée dans les tâches qui sont siennes, tout comme le trésorier d'État Rick Williams, et tout comme, ça va vous paraître improbable, et Finn Coyle également. Bien, je n'ai pas de raison Proposerez donc de... vous proposerez donc à nouveau un poste de trésorier d'État à Rick Williams? Oui, et j'espère qu'il l'acceptera. Maintenant, la question est de savoir si il y a un second mandat. Est-ce que vous avez des doutes sur votre réélection? Alors, euh, plus que sur la réélection, je n'ai pas officiellement annoncé ma candidature à ma propre succession. Hésitez-vous à vous représenter à votre propre succession? Alors, tout d'abord, justement, j'aimerais pouvoir accomplir la fin de mon mandat sereinement et essayer de justement faire en sorte que tout ce que j'avais prévu dans mon premier programme soit honoré. En tout Pourtant, il ne cas, reste plus que 2 jours pour vous présenter la, candidat. la majeure partie. Ben, c'est là ma priorité, justement, avant de penser à une éventuelle réélection. Quotidiennement, je m'attache à fournir le travail qui est mien jusqu'à la fin de mon mandat et conformément au programme sur lequel je m'étais engagé auprès des citoyens. Hier, j'étais auprès des pompiers. Peut-être aujourd'hui serai-je auprès des policiers d'après ce que vous m'avez appris. Et c'est là le principal. Je préfère privilégier ça plutôt que de remplir un formulaire et de penser à ma potentielle réélection. Mais le temps presse, je vous l'accorde. Par rapport à votre mandat, est-ce que vous pouvez, si vous allez être, vous représenter à votre propre succession et si vous êtes réélu, par rapport aux différentes réformes qui figurent dans votre programme actuel et qui figureront si elles ne sont pas accomplies dans votre prochain programme, est-ce que le Department of Justice entrera en collaboration totale avec le gouvernement et est-ce que les bonnes relations dont vous prévalez depuis le début avec le procureur général Howard Gaz permettront d'accomplir le travail nécessaire pour permettre à la population de Saint-Andreas de connaître les réformes nécessaires du droit?
Là, vous m'interrogez sur mes relations avec le procureur Vargas, c'est ça? Est-ce que le Department of Justice sera sollicité comme il se doit pour accomplir les réformes? Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Bien évidemment, nous travaillons main dans la main avec la justice. Très bien. Bah écoutez, je n'ai pas d'autres questions, monsieur le gouverneur. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions qui nous ont été, pour certaines, posées par nos auditeurs directement. Nous avions effectué un sondage auprès de nos auditeurs les plus fidèles pour savoir quelles questions ils souhaitaient poser à l'actuel gouverneur et aux possibles candidats. Mais c'est bien normal et c'est Je vous avec plaisir remercie que de j'ai nous répondu à avoir, toutes ces je vous questions. remercie une nouvelle fois de nous avoir invités, d'avoir répondu à nos questions, et je vous souhaite bien du courage pour la fin de votre mandat et peut-être une deuxième campagne électorale. Eh bien, on verra. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Je prends ce courage.